Bonjour, vous m'entendez bien? Ça va? Pour ceux qui ne m'auraient pas encore croisé dans ma longue carrière dans le logement public à Bruxelles, donc mon nom est Muriel Van Orgien, j'ai 58 ans, ça fait 23 ans que je travaille dans le logement public social à IS. Et là, depuis 2 ans, je coordonne le plan d'urgence logement de la région bruxelloise. Qui est donc un plan transversal qui a pour objectif de mettre 33 actions en œuvre. Et la fonction de la cellule que j'encadre, nous sommes 4, c'est de suivre les différents opérateurs et de veiller que chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment, et qu'il a les moyens de le réaliser. Donc le point de vue pour la question qui nous occupe, c'est-à-dire comment contenir les loyers dans le cadre des rénovations énergétiques, c'est un point de vue d'une Bruxelloise qui observe le logement depuis longtemps et qui a une vision assez transversale des choses, avec des actions concrètes qui sont en cours afin de réaliser ce type d'objectif. Je suis partie d'une des actions du plan d'urgence logement qui est très chiffrée, c'est l'action 5 qui concerne la rénovation du bâti du logement social. Donc dans ce cadre-là, la région a prévu un budget de 642 millions, donc un budget assez conséquent, pour la rénovation de 42 000 logements, ce qui représente simplement comme ça un investissement de 15 200 € par logement. Alors quand on parle, et je tiens à le préciser, de 42 000 logements, vu le parc du logement social qui est d'à peu près 40 000 logements, vous pourriez vous dire, ben tiens, c'est bizarre qu'on doive en rénover déjà autant, mais c'est parce que les mêmes logements peuvent être comptés 2 fois. Donc, par exemple, si en 2018 ou 2019, on a prévu le remplacement de châssis de tout un bâtiment et que 3 ans plus tard, il y a un autre numéro de chantier pour l'enveloppe, la même unité de logement sera comptée 2 fois. Je n'ai pas réussi à avoir le détail suffisant pour pouvoir trier et avoir le nombre exact d'unités de logement qui sont impactées par les rénovations énergétiques, mais on est à la louche à peu près 30 000. Donc, les trois quarts du parc du logement social sont en cours de rénovation pour gagner en performance énergétique. Alors, ce chiffre-là de 15 200 €, c'était quand même relativement faible. Je me suis retournée donc vers mes collègues de la SLRB en leur demandant, mais d'après vous, dans tout ça, pour atteindre un niveau C, quel serait en moyenne le besoin en investissement par logement? Et ils en sont arrivés toujours, ce sont des approximations, à 50 000 € par logement. Et donc, quand on arrive à un investissement de 50 000 € par logement, l'impact théorique sur le loyer, sera d'à peu près 200 € par mois, tout simplement en amortissant basiquement, de manière linéaire, sans compter de charges d'emprunt sur 20 ans. Donc c'est juste pour avoir une idée d'ordre de grandeur. Pour pouvoir faire des vrais calculs d'impact et d'amortissement, il y a des gens beaucoup plus calés que moi dans la salle pour ça et on pourrait le faire ultérieurement, mais là, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur. Alors comme vous le voyez, dans le tableau qui est repris d'un ce qu'on appelle un Power BI, donc c'est un programme qui permet de suivre en temps réel l'évolution d'une politique, on en est aujourd'hui à plus de la moitié du projet et pour la fin 2024, on est à peu près certain d'avoir pu entamer, les travaux sur les 42 000 logements qui avaient été identifiés comme devant faire l'objet d'une amélioration avec des aspects énergétiques. Donc, dans le cadre du logement social, les choses sont très simples. On a un impact théorique qui est ce qui est, entre 65 et 210, OK, mais cet impact sur le loyer, il est annulé dans la mesure où dans le logement social, le loyer est toujours calculé sur base des revenus du locataire et ce loyer ne peut pas dépasser 20, 22 ou 24 % des revenus. Donc quel que soit le montant de l'investissement par unité de logement, quelle que soit l'évolution du coût réel du logement, ce qu'on appelle le loyer réel, non, le loyer de base, le loyer réel payé par le locataire sera toujours relatif à ses revenus. Donc, c'est tout à fait une bonne chose. Il paiera moins de charges puisque le bâtiment sera plus performant et en même temps, son loyer est toujours proportionnel à ses revenus. Donc là, jusque-là, tout le monde va bien. Alors, par contre, dans le parc locatif privé, j'étais vérifier ce qu'ils annonçaient comme impact des rénovations sur les loyers. Et on est à peu près dans les mêmes tranches. Donc, j'ai trouvé des ordres de grandeur qui tournent autour des 40 000 € par logement à rénover. Avec ici, ça vient d'un site d'une entreprise qui propose de l'accompagnement de travaux. Et donc, elle présente ce qui peut le plus amener à
des améliorations en performance énergétique. Forcément, c'est l'isolation totale, toiture, mur, fenêtre qui est le plus efficace, 40%. Et ils ont donc ici listé combien coûte l'investissement par mètre carré pour passer de EAC, de FAC, de GAC. Bon, comme on sait que le parc bruxellois est quand même relativement mauvais au niveau performance énergétique, on est quand même fort dans les F et G, comme on le voit dans le petit dessin qui se trouve sur le côté avec les différents types aussi de PEB selon les régions. Donc, c'était assez intéressant, je trouve, de voir la variation de consommation énergétique par type de PEB d'une région à l'autre. Mais bon, la région bruxelloise est quand même relativement mal placée par rapport à la qualité de son bâti. On serait sur des investissements pour passer de G à C d'à peu près 300 € par lettre, par mètre carré. Donc, 1200 € par mètre carré de logement pour passer de G à C. Ce qui veut dire que pour un logement de 50 mètres carrés, on est à 60 000 €. C'est ce qu'un propriétaire devrait en moyenne investir pour passer de G à C. Selon des chiffres tirés d'une entreprise privée. Je n'ai pas été vérifiée par ailleurs, mais j'ai vérifié sur 2-3 sites et ça tombe à peu près toujours autour des mêmes choses. Je ne crois pas qu'on ait, à moins que quelqu'un en ait connaissance, une étude à ce stade sur la région bruxelloise par rapport au coût qui serait le coût de l'impact des rénovations énergétiques pour le patrimoine privé. Mais en tout cas, je l'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. On peut en parler. Je crois que la PEB, le département PEB fait ça avec le cost optimum. Et qu'ils sont en train de regarder, mais c'est en cours, en fait d'être finalisé. D'accord. Mais ce serait intéressant de pouvoir comparer ce que vous auriez trouvé avec ce que le marché annonce. Parce que c'est relativement alarmiste. Quand les propriétaires voient ce genre d'informations, c'est clair que ça leur fait relativement peur. Alors, la question de base, c'est comment allons-nous contenir les loyers dans ce cadre-là? Quand on se met à la place d'un propriétaire, la première chose, c'est d'être assuré d'avoir une part importante de primes. Et ça, Rénolution le permet, en tout cas pour les propriétaires occupants. C'est moins évident pour les bailleurs et c'est en cours de réflexion pour les copropriétés. C'est aussi pour les propriétaires bailleurs. Pour tout? Oui. Pour tout? OK. Oui. Maintenant, oui. OK, d'accord. Donc, tous les propriétaires bailleurs peuvent demander toutes les primes Rénolution. Oui. On peut peut-être refaire le oui. OK. Énergétique. OK. Pas pour les primes. Pas pour les primes réno. OK. Et donc, l'information que j'avais reçue d'HomeGrid que toutes les primes n'étaient pas accessibles aux bailleurs est correcte puisqu'une partie des primes n'y s'y trouve pas. Mais par contre, pour l'énergie, c'est bien le cas. Oui. C'est déjà une bonne nouvelle. Et pour les copropriétés, il y a une réflexion en cours. En cours parce que les copropriétés ont droit aussi à toutes les primes énergétiques. OK. Voilà. Alors, pour pouvoir avancer là-dessus, il faut aussi qu'ils puissent amortir une part qui n'est pas subsidiée dans le loyer. La loi le permet. Et donc, c'est là que le bât blesse pour ce que nous regardons, c'est comment garantir que dans le futur, les propriétaires qui vont faire des investissements, qui seront aidés par des primes, n'impactent le loyer que de la part qui est sur fonds propres. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, ce serait peut-être l'ensemble des facturations de travaux qui pourraient être comptées comme amortissables dans le loyer. Donc, il faut vraiment qu'on soit attentif à ça d'un point de vue public. Ce qui veut dire qu'il faudrait mettre en place un contrôle des loyers avant-après travaux pour vérifier que les primes sont bien déduites des montants amortis. Mais comment faire? À ce jour-ci, la région bruxelloise n'a que très peu de vues sur la hauteur des loyers puisque l'enregistrement est fédéral et que c'est un enregistrement plus théorique qu'efficace dans la mesure où il n'y a pas de base de données, des métadonnées, donc des informations qu'on puisse utiliser pour vérifier les choses. On enregistre des données partielles et puis on fait des scans des documents, mais ça ne permet pas d'utiliser toutes les informations qui se trouvent dans ces documents puisqu'ils sont scannés. Donc, nous sommes en train, dans le cadre du plan d'urgence logement, de mettre en place un enregistrement régional du bail. C'est Bruxelles Logement qui est en charge de ça. Et le travail avance assez rapidement pour l'instant sur à la fois
les textes, puisque le texte est déjà terminé en termes de propositions et aussi en termes d'analyse des programmes informatiques qui vont permettre aux Bruxellois, suite à l'adoption des nouveaux textes de loi, d'introduire tout leur beau dans une base de données régionale. Parallèlement à ça, pour pouvoir avancer sur la question qui nous concerne du comment contenir les loyers, il faut pouvoir envisager un conventionnement des loyers qui serait en lien avec les primes. Parce que donner des primes sans demander l'engagement des propriétaires de garder les loyers abordables, ça risque d'avoir un effet relativement contre-productif par rapport à l'objectif qui nous concerne, c'est-à-dire de garder des logements abordables en région bruxelloise. Il faut pouvoir travailler sur les deux. Et donc, c'est une des actions du PUL qui est de proposer un système de conventionnement pour assurer des loyers abordables. Et pour l'instant, cette action-là est relativement en attente parce qu'elle était annoncée comme devant toucher à plusieurs aspects de l'accès aux primes, des prêts éco-rénaux, d'une diminution du précompte immobilier, et j'en oublie un. Et les différents aspects sont encore en discussion au sein du gouvernement. Donc là, je n'ai pas encore d'informations très claires à pouvoir partager. Mais donc, en dehors du fait que le travail législatif est en cours et que Bruxelles Logement est en charge de les mettre en œuvre une fois qu'elles seront adoptées, les choses se font jamais toutes seules à Bruxelles, heureusement. Donc, Bruxelles Environnement et Urban travaille notamment au sein de l'Alliance Révolution sur cette question également avec Bruxelles Logement au travers des ateliers et des thématiques. Mais Home forcément, dans la mission d'information aux citoyens et aux bailleurs, c'est quand même un pivot pour avoir accès à toutes ces nouvelles mesures. Et le Fonds du logement, qui est donc l'organisme qui donne des prêts à des taux favorables. A priori, si on a une bonne coordination institutionnelle de tous ces acteurs et que les textes en tiennent compte, on devrait pouvoir, dans une certaine mesure, garantir une forme de stabilité des loyers, en tout cas pour la part des loyers qui seraient conventionnés. Mais tout ça dépend de plein de choses qui sont en cours, donc ce ne sont que des pistes pour lesquelles nous n'avons pour l'instant pas de garantie. Ce qui est certain, c'est qu'au travers de tout ça, et on s'en est rendu compte d'ailleurs en préparant l'après-midi, que le besoin qui est le plus identifié par tous les acteurs, c'est qu'il faut renforcer les collaborations et avoir une vue globale de tous les impacts des différentes mesures afin de pouvoir prévoir leur prise en compte. La région, comme toute institution, est organisée par compétences et donc ça manque parfois de transversalité. Ça se met en place. Franchement, ça avance bien. Le PUL, en tout cas, et l'Alliance Révolution en sont des bons exemples. On travaille avec tout le monde de manière transversale. Ça prend du temps. On ne change pas une culture de fonctionnement du jour au lendemain. Mais moi, ce que j'observe venant du terrain, donc pas du tout habitué à cette culture administrative, c'est qu'en 2 ans de temps, les choses ont déjà bien évolué. Donc, je suis plutôt positive pour la suite. Et là, maintenant, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Merci.